Bonjour à tous et à toutes et à tous, il paraît que c'est correct, et j'en suis d'accord d'ailleurs. Nous avons de grand plaisir pour ce 13-14 d'accueillir Brice Lalonde, que nous connaissons tous. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Brice a été ministre de l'Environnement. Et voilà, nous évoquions tout à l'heure le fait qu'il n'était pas le ministre de l'impossible, comme Robert Poujade, qui l'a précédé, que j'ai eu l'honneur de rencontrer aussi à Dijon quand j'étais au pôle agronomie de Bourgogne. Alors, Brice va nous parler de ce dont il a envie de nous parler, et notamment sur la régénération, peut-être, hein, comme solution aux crises écologiques. Peut-être, Jacques, tu veux dire un mot ? Oui, merci, Président. Donc, je suis aussi heureux que toi d'accueillir notre ami Brice Lalonde, que je connais depuis peu de temps, en fait, mais on a eu l'occasion de se côtoyer plusieurs journées en Crète, à Chypre, pardon, lors d'une conférence que nous avons donnée conjointement avec le Cyprus Institute, qui est une jeune structure de recherche chypriote qu'on essayait d'aider. Et avec Brice, nous avons convenu de tenir ce 13-14, compte tenu de son parcours et de l'intérêt qu'il avait à dialoguer avec nous. On a choisi un titre de son exposé qui est assez large, donc qui permettra toutes les questions. C'est « Écologie de gouvernement et changement climatique ». Donc, vous voyez, c'est très ouvert. Et donc, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour en parler. Voilà, on a un petit peu de monde, c'est bien. On va écouter Brice avec beaucoup d'intérêt et on aura des questions ensuite. Alors, nous avons un outil redoutable, c'est YouTube. Tout est enregistré a priori, n'est-ce pas, et diffusable. Voilà. Très bien. Alors d'abord, merci de votre accueil. Bonjour à tous. Pour aller directement dans le sujet, je suis un post-écologiste, je pourrais dire, je ne sais pas comment dire, mais il m'arrive d'être un peu honteux de ceux qui utilisent le même mot que moi pour se caractériser. Je pense qu'on a besoin en effet d'une écologie de gouvernement, que l'écologie, c'est-à-dire l'étude des relations avec la nature. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas appeler ça écologie. De mon temps, ça s'appelait environnement, parce que le ministère de l'Environnement, ça veut dire qu'on a de la considération pour ceux qui sont environnés, les humains. Donc, tandis qu'écologie, c'est une discipline scientifique, elle est totalement ahumaniste. C'est pas le problème. Les humains ne sont pas le problème. Donc, si vous voulez, tout de suite, ça pose, à mon avis, un certain nombre de problèmes, mais qui sont philosophiques, donc on n'en parle pas ici. Elle a besoin, la relation à la nature, toutes les questions soulevées par l'écologie sont extrêmement importantes et s'imposent dans le champ des affaires publiques, au même titre que le social, la défense, la culture, etc. Et donc, nous sommes dans une situation où la relation à la nature devient extrêmement problématique et donc, elle oblige les responsables politiques à se saisir de la question et à proposer à leurs électeurs les voies pour essayer de régler les problèmes. Alors, en ce moment, il y a une COP, il y a eu 2 COP de suite. COP, maintenant, c'est devenu un mot extrêmement connu. Donc, il y a très peu de temps une conférence sur le climat à Sharm el-Sheikh qui était très décevante en réalité. Et c'est assez frappant parce qu'on voit que la communauté internationale s'occupe surtout de compensation, de paiement, mais elle ne s'occupe pas réellement de savoir comment réduire le changement climatique. C'est assez étonnant, quoi. Et puis là, vous avez une convention sur ce qu'on appelle la biodiversité. Ce sont deux conventions qui datent de Rio 92. Et c'est beaucoup plus difficile, la biodiversité. C'est beaucoup plus difficile parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il faut faire, sinon des parcs, sinon des réserves, sinon des parcs. Et de plus en plus grand, quoi, grosso modo, comme étant la seule solution au problème. Donc, on verra ce qui sort de Montréal. À mon avis, il ne sortira pas grand-chose. Il y a eu beaucoup dans le passé des magnifiques objectifs, notamment au Japon, à Aichi, on avait des objectifs extraordinaires dont absolument aucun n'a été atteint. Alors, je travaille dans une organisation qui s'appelle Équilibre des énergies. Cette organisation est une association d'entreprises, essentiellement des entreprises. Il y a une association de consommateurs, mais sinon, ce ne sont que des entreprises. Et mon choix, c'est de travailler avec des entreprises parce qu'au moins, là, on est à l'abri des surenchères, on travaille sérieusement sur des budgets, sur des objectifs, on rapporte si on a atteint ou pas l'objectif, et c'est un travail à peu près sérieux, quoi.
L'intérêt de cette association, c'est qu'elle groupe des entreprises à la fois du bâtiment, tous les grands, Bouygues, Vinci, Eiffage, etc. Les entreprises du transport, que ce soit le transport automobile, par exemple Volkswagen, que ce soit les transports aériens, Airbus, etc. Et puis le monde de l'énergie ou des énergéticiens, avec tous les gens qui s'occupent des chaudières, du chauffage, le génie thermique, et puis également Électricité de France, EDF, et puis Total Énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens-là travaillent ensemble parce que finalement, toutes les questions liées au changement climatique impliquent en quelque sorte de créer des, alors on appelle ça des écosystèmes, c'est un mot écologique, pour essayer de travailler ensemble et trouver des solutions qui soient les plus pertinentes. Nous sommes dans cette association, nous savons que la décarbonation, donc cette association, elle est dédiée à la décarbonation de l'économie, ce qui nous fait passer quelque temps au Parlement ou au gouvernement ou à Bruxelles, hein, parce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de nos réglementations sont d'origine européenne. Et malheureusement, c'est très souvent inspiré par l'Allemagne à Bruxelles. Mais bon, on en parlera après. Donc, comment fait-on pour décarboner? Il faut sortir du fossile. Donc, sur le papier, c'est assez simple. En même temps, c'est compliqué parce que le fossile ou les fossiles, c'est ce qui a fait notre prospérité depuis les 2 derniers siècles. Donc, sortir tout d'un coup de ce qui a fait notre prospérité, ce n'est pas quelque chose de très, très simple. Nous savons que si nous voulons décarboner, c'est-à-dire sortir des fossiles, nous avons à notre disposition 4 vecteurs principaux. Et donc, notre boulot consiste à savoir comment est-ce qu'on combine ces 4 vecteurs pour qu'ils soient le plus utiles possible, ce qui nous fait travailler autant sur la production que sur les usages. Parce que ce qui compte aussi, c'est la manière dont on consomme l'énergie et pas simplement la manière dont on la produit. Alors, ces 4 vecteurs sont la chaleur, d'abord, la chaleur renouvelable. Et la chaleur renouvelable, elle a été un peu sous-estimée, on ne travaille pas beaucoup dessus, alors que à peu près la moitié ou 40% de l'énergie consommée en France, elle est sous forme de chaleur. La chaleur basse température, le chauffage des maisons, la chaleur dans les industries, etc. etc. Eh bien, la chaleur, ce sont les réseaux de chaleur qui sont de plus en plus alimentés maintenant par des sources renouvelables ou par l'incinération des déchets. Des sources renouvelables étant pour plus de la moitié quasiment le bois, hein, la biomasse. Et donc la question de la biomasse est une question importante en France parce que la question, tout le monde veut se servir, il y a une ruée vers la biomasse. Hein. Donc cette ruée vers la biomasse, on le voit avec la méthanisation, on le voit avec le simple fait de brûler donc pour faire de la chaleur, on le voit avec les carburants. L'aviation a besoin de carburants d'origine de la biomasse, etc. Donc, vous voyez, il y a une compétition et à un moment donné, donc je le dis devant vous, puisque c'est l'Académie de l'agriculture, la question de connaître à peu près les limites de la ressource biomasse utilisable en France est une question importante qui me semble pour l'instant n'avoir pas été correctement traitée. Et ensuite, une fois qu'on sait combien on en a, la question de savoir quels sont les usages prioritaires auxquels cette biomasse doit répondre n'a pas non plus été traitée. Je dis ça parce que l'aviation, par exemple, a besoin impérieux de carburant liquide. Et donc, si on se sert de la biomasse pour autre chose, c'est autant que l'aviation n'aura pas. Bon, donc, c'est une question de priorité et de savoir ce qu'on fait. À côté de la chaleur, donc, dans notre esprit, en 2050, la consommation finale d'énergie, ça devrait être à peu près 50 à 60% d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à 26% d'électricité, de consommation d'électricité finale. Il faut passer à 60. Pourquoi l'électricité? Tout simplement parce que l'électricité est un merveilleux vecteur que l'on peut produire de manière décarbonée grâce au nucléaire et grâce aux renouvelables. Alors, comme vous le savez, un certain nombre de mes amis ou ex-amis n'aiment pas le nucléaire. Je ne peux pas dire que j'aime le nucléaire, mais je pense qu'on en a absolument besoin. Donc, la question, ça ne se pose même pas. C'est évident qu'on en a besoin. Et je fais partie des gens qui pensent que le nucléaire est améliorable, que c'est une histoire, qu'on peut trouver d'autres manières de faire, d'autres manières de produire, qu'on peut même travailler sur les déchets. Je défends ce qu'on appelle la transmutation des déchets. Bon, on pourra en parler après. Donc, vous voyez, le nucléaire, ce n'est pas une fois pour toutes quelque chose qui ne bougerait pas comme la 2 au bouton, quoi, hein, ce n'est pas vrai. Donc, travaillons là-dessus. Donc, on a besoin de centrales nucléaires. Et je pense qu'on en a besoin de 30 pour dire la vérité nouvelle. Donc, peut-être
je suis plus optimiste que d'autres. On en a vraiment besoin. Donc, je considère qu'aujourd'hui, c'est une priorité absolue de remettre les centrales en route et de construire les nouvelles. Et que c'est tellement une priorité qu'on devrait consentir des brèches ou des dérogations au droit du travail pour permettre aux entreprises de la filière de travailler jour et nuit avec les rémunérations qu'il faut pour travailler, pour aller plus vite. C'est vraiment quelque chose d'absolument urgentissime. L'électricité, donc, s'il faut que nous parvenions à 50 à 60% de la consommation finale, ça veut dire qu'il faut électrifier les usages. Cette électrification des usages, vous la voyez en œuvre en ce moment dans le domaine des véhicules légers. C'est une révolution extraordinaire, le passage à l'électrique dans les véhicules légers. Il faut bien vous rendre compte que l'Europe avait une spécialisation extraordinaire, une compétence remarquable dans les moteurs thermiques. Vous voyez les Allemands comme ils sont mécontents à ce moment. C'est formidable. Et on décide tout d'un coup de bazarder tout ça en passant aux véhicules électriques dans lesquels nous avons un retard par rapport au Japon, par rapport à la Corée, par rapport à la Chine. Et donc, nous voyons arriver les premiers modèles chinois au salon de l'auto. Donc, c'est vraiment une bataille extrêmement difficile pour l'industrie automobile européenne de passer à l'électrique, pour lesquels il faut non seulement que les véhicules soient abordables, à un prix abordable, alors pour l'instant, ils sont plus chers que les véhicules thermiques, mais également, il faut des bornes de recharge partout, il n'y en aura pas assez, il en faut sur les autoroutes. Il faut éviter que le 1er août, au départ en vacances, il y ait des queues extraordinaires, parce qu'au bout de 200 km ou 250, il va falloir recharger, il y aura déjà du monde, etc. Donc, c'est un effort considérable. Ensuite, c'est un effort très important en termes de batterie. Les batteries électriques, c'est un domaine où la recherche est considérable. Il n'y a pas un pays au monde qui ne se livre pas des recherches sur les batteries, les matériaux, la batterie solide, enfin les nouvelles étapes de la batterie, la durée de la batterie. Il va falloir organiser le recyclage des batteries. Enfin, c'est une industrie complètement nouvelle également. Et puis, le problème de la batterie, c'est que c'est 30% de la valeur du véhicule aujourd'hui, la batterie à peu près. Et si c'est 30% de la valeur du véhicule, ça veut dire que les fabricants de batteries vont se dire « Tiens, pourquoi je ne fais pas le véhicule moi-même » Donc, là encore, un risque de concurrence extrêmement vif en ce moment. Et ensuite, une autre partie de la valeur du véhicule, c'est le logiciel. Nos véhicules modernes, ce sont des petits ordinateurs roulants, dans lesquels non seulement la voiture va vous dire où se trouve la prochaine borne de recharge, etc., mais également vous aurez Google, enfin vous aurez Netflix sur la voiture. Enfin, c'est incroyable tout ce qui est prévu. Donc, il ne restera plus au conducteur qu'à conduire, et encore, ce sera bientôt peut-être des voitures autonomes si on arrive à gérer la quantité énorme de données que réclame le véhicule autonome. Donc l'électrification des voitures, ce n'est pas une blague, c'est énorme, très difficile, au point que vous avez maintenant même M. Thierry Breton qui a dit « Oh là là, peut-être qu'on va trop vite ». Et ça, c'est très mauvais. Une fois que vous décidez quelque chose, il ne faut pas arrêter comme ça en disant « on ne peut pas y arriver ». Il faut foncer. Donc, c'est difficile. Donc, foncer, ça veut dire se donner tous les moyens de réussir. Et dans notre association, nous travaillons avec les entreprises automobiles, notamment pour aussi qu'on met les bornes de recharge. Comment fait-on? Les bornes de recharge, vous savez, il faut qu'elles deviennent smart. C'est-à-dire que la borne de recharge, vous arrivez avec votre voiture, elle va vous dire « Je vous reconnais, vous êtes M. Dupont, je vous suggère de charger un peu plus tard parce que ce sera les heures creuses, etc. » C'est ça, bientôt c'est ça. Et votre borne de recharge, elle pourra à la fois vous donner de l'électricité et à la fois reprendre éventuellement la vôtre. C'est-à-dire que maintenant, on considère s'il y a une quantité très importante de véhicules électriques, et ça va être une façon de stocker l'électricité, et vous pourrez revendre votre électricité aux heures de pointe pour charger plutôt aux heures creuses, etc. Donc, il y a tout un système nouveau électrique qui est en train de s'organiser. Et ce nouveau système électrique, nous y travaillons, c'est à la fois passionnant et compliqué. Ça va de pair avec, on va y revenir après, si vous voulez, avec la production, avec les renouvelables, avec le fait que de plus en plus de nos concitoyens, d'entreprises, de collectivités ont envie d'être autonomes, d'autoproduire. Comment est-ce qu'on fonctionne en France, dans un pays centralisé, ou à la péréquation du prix de l'électricité, avec des gens qui veulent au contraire produire leur propre électricité, comment ça va se passer, etc. Tout ça, c'est en ce moment, la discussion, c'est en train de se faire au moment où nous connaissons une crise très importante en ce moment, donc on a des problèmes
de météo à côté des problèmes de climat. Donc, la météo, c'est les pannes de centrales nucléaires en ce moment, les tuyaux de secours qui sont fissurés, etc. Donc, il faut régler à la fois ce problème-là et notamment savoir comment est-ce qu'on fixe le prix d'électricité, comment est-ce qu'on organise EDF qui va être nationalisé, qui ne l'est pas, est-ce qu'on sépare le nucléaire du reste, enfin, beaucoup de questions qui sont évidemment extrêmement délicates, qui se posent maintenant, mais qui ne doivent pas nous distraire du fait que, oui, il faut qu'il y ait 60% de la consommation finale en 2050 qui soit d'origine électrique. Parce que l'électricité, pas simplement on peut la produire de manière décarbonée, mais l'électricité porte aussi le numérique. Et le numérique est un allié, si vous voulez, dans la flexibilité indispensable de ce système électrique et énergétique, une flexibilité qui devient absolument essentielle, dont vous voyez d'ailleurs les prémices en ce moment quand on vous dit qu'on peut effacer tel endroit, tel autre, etc. Voilà. Donc le système électrique, il peut être extrêmement flexible et on en a besoin. Alors le troisième vecteur décarboné ou décarbonable, c'est l'hydrogène. Donc dont tout le monde parle. L'hydrogène, pour l'instant, il y a une mania, il y a une espèce de mode pour l'hydrogène, parce que la question, c'est de savoir à quoi il va servir. Hein. Non seulement il faut le produire, l'hydrogène, c'est comme l'électricité, ça n'existe pas en tant que tel dans la nature, donc il faut le produire. Il y a plusieurs manières de le produire. Une manière sale, pour l'instant, qui consiste à le produire à partir du gaz naturel. Mais si vous le produisez à partir du gaz naturel, vous allez immédiatement avoir un reste, un déchet qui est le CO2. Que vous allez renvoyer dans l'atmosphère. Donc, à ce moment-là, c'est une manière sale de produire de l'hydrogène. Et la manière vertueuse, pour l'instant, c'est l'électrolyse de l'eau. Il faut de l'eau. Donc, c'est une question importante quand je dis qu'il faut de l'eau, parce qu'il y a des pays qui prétendent vouloir faire de l'hydrogène, mais ils n'ont pas beaucoup d'eau, alors je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, la question de l'eau, il faut de l'eau propre pour électrolyser. Et puis, vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène, mais pour l'instant, c'est un peu cher, ou c'est un peu plus cher que l'autre méthode, donc il faut un effort, il faut de l'aide, il faut des électrolyseurs. Et je m'interromps 5 minutes pour dire que, tiens, des électrolyseurs, tiens, des batteries, tiens, des bandes de recharge, tiens, des centrales nucléaires, tiens, des éoliennes aussi hautes que la Tour Eiffel, ça s'appelle l'industrie, ça s'appelle l'industrialisation. Et la conclusion immédiate qu'il faut avoir, c'est que la décarbonation va coûter très cher en énergie. Et que l'image d'Épinal, selon laquelle la transition va être une espèce de molle abandon décroissantiste, et on va consommer de moins en moins et on va être heureux, c'est des blagues. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et donc, pour y parvenir, donc, il faut investir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, il y a aussi une question donc, financière importante. Donc, l'hydrogène, pour l'instant, c'est utile dans l'industrie, certainement, pour remplacer le fioul ou les fossiles. C'est utile dans le transport lourd, ça peut s'envisager dans le transport lourd. Vous avez déjà des locomotives. Pour les camions, c'est possible. Nous avons travaillé sur une étude sur l'hydrogène pour les poids lourds, mais ça n'est possible que sur des trajets bien identifiés, parce que vous n'allez pas mettre des bandes de production d'hydrogène partout. Donc, c'est vraiment sur un certain nombre d'autoroutes ou d'endroits précis, etc. Bon, mais ensuite, ça devient beaucoup plus intéressant, et notamment, je suis un fanatique du quatrième vecteur, qui est notamment à base d'hydrogène, qui s'appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuel. Alors, la partie des SAF que je préconise, évidemment, c'est la partie qui s'appelle les carburants de synthèse. Pour l'instant, les SAF, il y a ceux qui sont d'origine biomasse. Comme je vous l'ai dit, la biomasse, est-ce qu'il y en a assez? C'est pour faire des carburants d'avion, notamment. Mais sinon, l'idéal, et à mon avis, le futur peut-être, c'est le recyclage du CO2. Le CO2, c'est notre problème. Donc, d'abord, il ne faut pas le laisser échapper à la sortie des usines, des cimenteries, de la sidérurgie et autres, ou de la chimie de base. Il faut capturer ce CO2, le garder et le faire réagir avec l'hydrogène. CO2 plus hydrogène plus énergie, vous avez vous refaites les hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures de synthèse,
c'est le kérosène de synthèse, par exemple. Bon, vous avez là une réponse au problème de l'aviation. Simplement, pour l'instant, c'est 8 fois trop cher. Donc, il va falloir avancer et faire des progrès. Et notamment, il faut qu'il y ait un plan. Il faut que le gouvernement soit convaincu que ce soit une bonne solution. Et là encore, il faut beaucoup d'énergie. Les réactions Fischer-Tropsch et autres, tout ça, il faut de l'énergie. Donc, il faut de l'électricité. Et donc, on voit bien que la production d'électricité décarbonée est la condition sine qua non de la décarbonation. Il faut absolument qu'on en ait suffisamment pour l'ensemble de ces moyens, de ces filières. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut concevoir un réseau électrique de cette façon-là? Comment fait-on pour stocker l'électricité? Parce qu'il y a le problème de la pointe et nous savons que l'électricité ne se stocke pas facilement. Les batteries, ça dure très peu de temps. Il y a des gens qui proposent des steps, c'est-à-dire que vous savez, le step, c'est le barrage. Vous allez pomper le barrage pendant l'heure creuse et vous servir de l'électricité en turbinant pendant les heures de pointe. Mais vous pouvez augmenter le volume des steps en créant des retenues au pied du barrage de manière à pomper en haut. Mais il va falloir quand même demander à peut-être 10 000 personnes de se déplacer pour les créer. Donc, comme on a des problèmes déjà avec les bassines, vous verrez bien que là, si on a à faire de nouveaux étangs pour stocker l'électricité, ça ne va pas être évident. Mais enfin, bon, voilà, il y a ce travail. Et puis, il y a évidemment l'idée de stocker sous forme d'hydrogène. Si on peut électrolyser l'eau avec l'électricité, ben, du coup, l'hydrogène sera une forme de stockage de l'électricité. Ça, c'est pour le futur. Et le plus beau de tout ça, et peut-être que je rêve là devant vous, donc je ne suis plus un écologiste de gouvernement, mais un écologiste rêveur, comme avant, c'est qu'on commence maintenant à retirer le gaz carbonique de l'air. Comme le gaz carbonique dans l'air, c'est notre problème, bah, ça paraît après tout assez logique d'aller le chercher dans l'air pour le retirer de l'air et pour nous en servir ensuite. Et donc d'aller chercher le carbone dans le gaz carbonique de l'air au lieu d'aller le chercher dans les gisements fossiles. Ça ne fait que commencer. Il y a 2 ou 3 entreprises qui font ça en Islande, au Canada, peut-être aux États-Unis, en Suisse. Bon, c'est pour l'instant microscopique par rapport aux 50 milliards d'équivalents CO2 envoyés tous les ans. Mais bon, il faut bien commencer. Et donc, je vois un avenir, si vous voulez, avec le CO2, l'hydrogène, l'oxygène aussi. Vous discutez avec des chimistes, ils vous disent, donnez-moi du CO2, du H2 et du O2, je fais tout ce que vous voulez. Bon, alors voilà où nous en sommes. Est-ce que nous sommes capables de faire tout ça? Ça, c'est pour l'énergie. Non, je vais m'arrêter parce qu'on arrive à l'agriculture. À l'agriculture. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, je ne suis pas un spécialiste. Donc, c'est vous les spécialistes. Et donc, je suis modeste comme breton. Déjà, j'ai été accusé de plein de choses en Bretagne. Bon, je me suis vaguement occupé, vous savez, les algues vertes, tout ça. Et donc, pour l'instant, pour l'agriculture, je suis très modeste. Je dis, bah, écoutez, l'agriculture, peut-être un peu moins d'animaux, ouais, d'accord, un peu moins de bœuf, un peu moins de beefsteak. On n'est pas obligé de manger que l'arrière du beefsteak, on peut aussi faire les devants. Hein, déjà, ça ne sera pas plus mal. Je discutais de ça avec un monsieur qui s'appelle Parmentier. Vous avez sûrement connu Parmentier. Il était assez drôle, lui, parce qu'il dit, je ne sais pas combien de bœufs on mange par an. Toute une vie, peut-être qu'on peut réduire de moitié, ce ne serait pas plus mal, etc. Donc, un peu moins, sans doute, parce que le problème de l'agriculture, c'est le borborygme des ruminants. Donc, faisons un petit peu attention à ça. Un peu moins de protoxyde d'azote, donc faisons attention à la façon dont on épand les engrais, les fertilisants. Bon, donc je suis plutôt modeste en disant, bon, écoutez, pour l'instant, on peut faire des petits efforts. Soignons les sols. Le sol, c'est notre allié principal. Donc, peut-être que le sans-labour, c'est peut-être une bonne solution, etc., etc. Et là-dessus, je tombe sur cet ouvrage-là. Alors, je vous le recommande parce que, après tout, ça, c'est révolutionnaire. Donc, ça, c'est un ouvrage écrit par un gars qui s'appelle George Monbiot. Alors, George Monbiot, c'est un Anglais. C'est un journaliste écologiste, un journaliste environnemental du Guardian. Et moi, je l'ai connu parce qu'à Fukushima, après Fukushima,
C'est le seul que j'ai connu qui a dit « je suis devenu pro-nucléaire après Fukushima ». Pourquoi je suis devenu pro-nucléaire après Fukushima? Parce que Fukushima, vous vous rendez compte qu'on a eu un tremblement de terre qui a écarté de 5 mètres, rien que ça, de 5 mètres le Japon de la Chine. Boum, d'un coup. Donc la nature fait des sauts, 5 mètres d'un coup. Eh bien, les centrales, elles ont tenu le choc. Bah, évidemment, il y a eu des problèmes. Le tsunami a quand même balayé une des centrales, mais il n'y a pas eu une seule victime nucléaire. Aucune. Toutes les victimes, c'est le tsunami. Et donc, il s'est dit, ça, c'est quand même incroyable. Voilà une industrie dont on dit beaucoup de mal et qui, pourtant, à la suite d'un incident aussi majeur que ça, ne crée aucune victime. Donc, il est devenu pro-nucléaire. Il a continué ce truc. Et là, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Régénération », dans lequel il dit, ben, finalement, c'est quand même l'agriculture qui a le plus transformé la surface de la Terre. Et en ce moment, on a des gros problèmes avec nos sols, on a des problèmes de biodiversité, on a des problèmes de méthane, et finalement, la quantité d'animaux domestiques, d'animaux d'élevage, est à peu près 8 fois supérieure à la quantité des animaux sauvages. Est-ce que je peux proposer une solution? Oui, on arrête l'élevage. On arrête l'élevage. Arrêtez l'élevage complètement. Complètement. Voilà, c'est simple, merci, dit-il. Ça, c'est à peu près quand il veut être un peu provoquant. C'est simple, merci, dit-il. Et alors ensuite, il dit quand même, lui, sa thèse, c'est qu'il faut faire travailler les bactéries. Voilà. La thèse, c'est on fait travailler les bactéries et on a des protéines fabuleuses. Et il donne des exemples, il est allé voir des tas de gens, et notamment, alors, il faut que je lise le bouquin avec beaucoup plus de sérieux que ça avant de vous le recommander, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vraiment, là, c'est une doctrine, c'est une thèse révolutionnaire. Comment est-ce qu'on révolutionne complètement l'agriculture? On en fait une industrie. Cette industrie occupera énormément moins de place que l'agriculture conventionnelle, simplement on aura besoin d'électricité. C'est l'électricité qui va nous permettre d'avoir de l'énergie pour produire de l'hydrogène. Ces bactéries, ce n'est pas la photosynthèse, ce sont des bactéries qui carburent en quelque sorte à l'hydrogène. Et tous les noms latins sont là, hein, donc ça vous intéressera à ça, vous êtes des spécialistes, ce n'est pas moi le spécialiste. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce monsieur maintenant commence à être invité partout pour faire des conférences. Tel que je connais mes petits amis écolos ou autres, ils vont être très contents tout d'un coup d'avoir un os là-dessus et de travailler avec. Et lui, ce qui est intéressant avec ce monsieur-là, c'est qu'il est sérieux. C'est pas lui, c'est pas un double. Donc, il y a peut-être pour nous, il y a peut-être une révolution, alors industrielle et agricole qui se prépare, dont nous voyons un certain nombre de prémices, parce que nous voyons bien qu'on commence à élever des insectes, qu'on commence à faire de la viande cellulaire, qu'on commence ci, comment ça. On voit bien qu'il y a tout ça, on voit bien que le bétail, les ruminants, en tous les cas, sont mis en accusation largement, etc. Bon, donc voilà, il y a donc un aboutissement à ça qui pourrait ressembler à la révolution néolithique à l'envers, en quelque sorte, à un moment où on s'inquiète quand même très largement de la biodiversité, du climat et de comment nourrir 10 milliards d'êtres humains. Voilà. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, donc je me cache derrière mon incompétence pour vous livrer la nouvelle que ce bouquin, peut-être ça vaut le coup que vous le lisiez si on arrive à le traduire. Enfin, vous savez tous l'anglais, quoi. Donc, voilà. Alors, bien entendu, pour respecter l'image de l'écologiste, je suis non seulement favorable à l'électrification du véhicule léger, mais je trouve que le vélo électrique est une extraordinaire invention. Il m'arrive de faire du vélo normal et je suis dépassé tout d'un coup par des petites mémés qui me dépassent à largement, à toute vitesse, parce qu'elles ont des vélos électriques. Et donc, je me dis que c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est nouveau? Voilà. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui sont en train de se produire. Bon, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que nous connaissons en ce moment des révolutions successives, enfin des révolutions, des améliorations progressives, par exemple, dans les bâtiments. Et pour le bâtiment, l'électrification s'appelle pompe à chaleur. La pompe à chaleur est un incroyable instrument qui permet de diviser par 8 la consommation par rapport à du fioul. Bon, par rapport à l'électricité, un peu moins.
Mais c'est magnifique, ça va chercher la chaleur à l'extérieur, donc c'est quasiment une énergie renouvelable. Et la pompe à chaleur et le véhicule électrique ont deux inconvénients majeurs. Ils sont plus chers et moins commodes que ce qu'ils vont remplacer. C'est le drame de la transition. Toutes les solutions sont moins commodes et plus chères que ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc, tous les plombiers savent mettre une chaudière murale à gaz, c'est vachement facile. De la chaudière murale à gaz, etc. La pompe à chaleur, c'est plus compliqué. Puis, il faut que ça marche, il faut que ça soit bien calibré par rapport au logement, etc. C'est plus compliqué dans les logements collectifs, etc. Et nous avons des incohérences dans la réglementation. Je vais vous donner deux exemples qui vont peut-être vous intéresser. Le chauffage à l'électricité est pénalisé en France. Si vous êtes chauffé à l'électricité, on considère du point de vue de la réglementation que vous consommez 2 fois plus d'énergie que ce que vous avez réellement consommé. Ça s'appelle le coefficient de transformation de l'électricité en énergie primaire. Qu'est-ce que c'est que l'énergie primaire? Pourquoi est-ce qu'il y a cette réglementation dans le bâtiment? C'est très curieux. Après tout, pourquoi pas? L'énergie primaire, c'est l'idée qu'après tout, pour que l'énergie arrive dans votre bâtiment, il a fallu la produire, il a fallu la transporter. Donc, si vous avez du fioul, il a fallu faire des puits de pétrole, des raffineries, des camions pour amener ça chez vous. Même chose pour le gaz, il a fallu des puits, il a fallu des compresseurs, il a fallu des pompes pour amener tout ça chez vous. L'électricité, c'est pareil. Et puis, quand vous arrivez à la réglementation, ça ne vaut que pour l'électricité. On va considérer que le gaz, le fioul, tout ça, c'est 100% de rendement. On ne s'occupe pas de savoir comment c'est arrivé. En revanche, on ne s'occupe que pour l'électricité. Ce qui fait que dans le diagnostic de performance énergétique dont vous avez sans doute entendu parler, si vous voulez vendre votre appartement, vous allez avoir à faire un DPE. Eh bien, si vous êtes chauffé à l'électricité, on va dégrader votre bâtiment dans le diagnostic. On va dire qu'il n'est pas performant. Uniquement parce qu'il est chauffé à l'électricité. Et donc, comme maintenant, vous ne pourrez plus louer facilement ou vendre facilement votre appartement s'il est chauffé à l'électricité, c'est totalement injuste. Donc, il y a une distorsion, il y a quelque chose à laquelle la réglementation doit absolument mettre fin. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient des antinucléaires. Ça vient de l'extraordinaire lobbying des antinucléaires qui ont pénétré l'administration, y compris l'administration française, l'ADEME et autres, qui sont à l'origine, ensuite, au Grenelle de l'environnement de cette réglementation, à la suite de laquelle 80% des maisons, des logements collectifs ont été chauffés au gaz. Donc, le Grenelle de l'environnement a choisi le gaz contre l'électricité. Bon, et là, nous avons encore cette scorie, quoi, qui fait que sur les 5 millions de résidences principales considérées comme des passoires thermiques parce que mal isolées, 1 million de ces bâtiments sont indûment classés passoires thermiques uniquement parce qu'ils sont chauffés à l'électricité. Donc, il faut connaître ça. Et par exemple, dans les pompes à chaleur, vous avez 2 sortes de pompes à chaleur. Pour être très simple, vous avez la pompe à chaleur air-eau. Vous avez un circuit d'eau chez vous, vous êtes chauffé au gaz, vous avez de l'eau chaude. Donc là, vous avez cherché de la chaleur, vous allez réduire votre consommation de gaz grâce à la pompe à chaleur. Mais vous avez aussi, pour les maisons qui sont chauffées à l'électricité et qui n'ont pas de circuit d'eau, la pompe à chaleur air-air. Ah, celle-là n'est pas aidée par le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aidée par le gouvernement? Parce qu'il arrive que certaines des personnes qui ont installé la pompe à chaleur RR s'en sont servies pendant l'été pour climatiser. Horresco referens, comme on disait en latin, c'est-à-dire que climatiser, mon Dieu, mais quelle horreur! Pour nos extrémistes de la sobriété, climatiser est un péché. Donc la pompe à chaleur RR est punie. Alors que la pompe à chaleur RR, si vous êtes chauffé à l'électricité, permet de réduire vos factures de manière extrêmement importante. Donc tout ça, c'est anormal. Et puis entre nous soit dit, vous avez vu les étés qu'il y a maintenant? Évidemment qu'il va falloir climatiser. Il va falloir accepter de climatiser. Et puis si vous avez des pompes à chaleur RR bien organisées, bien posées, c'est quand même mieux que d'aller acheter au supermarché tous les trucs qu'on voit pendant les canicules à Paris, dans les restaurants et autres, avec toute l'air chaud qui sort, avec des tuyaux qui sortent de partout, qui ont des rendements déplorables, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses à améliorer encore. C'est l'objet de notre lobby
me permettent de dire auprès des administrations. Bon, je vais pas être long, mais donc voilà. Alors l'agriculture et l'énergie, et vous savez tous évidemment qu'on a un problème d'eau. On a besoin d'eau. Il y a ce qu'on appelle le nexus énergie-climat-eau, etc. On a besoin en général d'eau pour l'énergie et on a besoin d'énergie pour l'eau, etc. Dans des proportions qui sont parfois extrêmement importantes. Il y a des endroits où, je ne sais pas, 15% de la consommation d'énergie, c'est pour l'eau, c'est pour pomper l'eau, c'est pour l'amener, etc. Donc, c'est bien très important. Le pompage de l'eau pour les villes, ça fait s'affaisser énormément de terrain. Hein. Mexico s'affaisse, Jakarta est sous l'eau, enfin bon, etc. Bon, donc, toute la question de l'eau est évidemment une question très importante. Je racontais hier une histoire magnifique, puisque maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère l'eau. Comme vous le savez, la mer monte de 3 mm par an, peut-être plus maintenant. Mais en 2011, elle n'est pas montée. Et même, le niveau a légèrement baissé. Que s'est-il passé en 2011? La Niña. Alors, c'est un épisode météorologique pour le coup, avec une transformation des eaux de surface du Pacifique. L'évaporation a été telle cette année-là que toute l'eau est partie dans l'air et au lieu de repartir à la mer, elle est tombée sur l'Australie, sur l'Amérique du Sud et sur une partie de l'Asie. Résultat, cette eau a été retirée de la mer et elle s'est retrouvée sur Terre. Et ça, alors ensuite, évidemment, l'année d'après, c'est reparti à la mer. Donc, la mer a continué ce mouvement ascensionnel. Mais nous savons cela grâce aux satellites, hein, notamment l'expérience qui s'appelle GRACE, gravité, je ne sais quoi, avec deux satellites qui se succèdent. Et lorsqu'ils mesurent la gravité, et tout d'un coup, ils voient une masse d'eau, hop, vous avez un décalage dans la distance entre les deux satellites et c'est mesuré exactement et donc on arrive à mesurer la gravité. Ces deux satellites ont fait un travail extraordinaire sur l'eau, notamment ils savent exactement combien de glaces ont fondu sur l'Himalaya, combien de glaces ont fondu dans les pôles et ils sont capables de nous dire qu'il y a 13 aquifères sur les 56 importants aquifères du monde qui sont en état de surexploitation, notamment des aquifères fossiles. Bon, donc, si vous voulez, ceci pour dire qu'il y a un regard global, si vous voulez, de plus en plus sur l'eau, un peu comme si on pouvait dire que l'eau, c'est one water. Il y a one water. On voit l'eau se déplacer comme ça. Et donc, on a une espèce d'aide à la gestion locale très importante. Parce que vous pouvez gérer votre eau dans votre bassin, très très bien, la gestion intégrée de l'eau dans le bassin, et tout d'un coup, vous avez une rivière atmosphérique qui arrive, et qui va vous lâcher l'équivalent du Mississippi à son embouchure en 1 heure ou 2. Quoi. Donc, si vous voulez, la question de la gestion de l'eau devient aussi une question plus compliquée qu'avant, avec des interférences du changement climatique qui sont extrêmement importantes. Quoi. Ça, c'était juste pour vous amuser. Quoi. Voilà. Donc, peut-être que j'étais trop long. Là. Non, c'est parfait. Vous êtes absolument parfait. Vous êtes resté dans les temps, monsieur le ministre.